Donc pour une première intervention, donc on accueille Émilie Gaillard, qui est maître de conférence HDR en droit privé à l'Université de Caen et qui est auteur d'une thèse et d'un livre sur le droit des générations futures. Voilà, générations futures et droit privé vers un droit des générations futures qui a été publié en 2011. Voilà, Émilie, je te laisse la parole pour 45 minutes. Pour 45 minutes, c'est ça ? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Il est rare d'avoir autant la parole, en fait. Je crois que c'est la première fois que je vais pouvoir prendre le temps d'échanger sur plusieurs thèmes à propos justement du droit des générations futures, pour lequel je m'investis pleinement depuis ma thèse de doctorat. Donc ma thèse de doctorat, je l'ai apportée, je vous la laisserai à disposition si vous souhaitez la feuilleter. Donc c'est une thèse intitulée « Générations futures et droit privé vers un droit des générations futures », dans laquelle, tout d'abord, je rassemble tous les matériaux théoriques et de mise en œuvre à l'époque qui existaient, en tout cas tout matériel théorique, que ce soit en droit privé, en droit public, en droit international, en droit français, et en droit de l'environnement, en droit de la bioéthique. Et après, dans une deuxième partie, j'ai formulé des principes fondateurs pour le droit des générations futures. J'ai proposé des jalons théoriques, des jalons de mise en pratique. Et dès cette thèse, j'ai annoncé la possibilité d'agir en justice au nom des générations futures, qui était le thème de mon dernier colloque organisé en novembre dernier à Caen. Donc en fait, ce que j'annonçais de manière prospective est en train de prendre chair de droit. Donc ça me fait terriblement plaisir aujourd'hui de revenir sur ce thème. Alors il y a deux points d'entrée sur le droit des générations futures. Nous, on va en prendre un particulièrement qui est axé sur la bioéthique, mais je voudrais d'abord vous présenter le point d'entrée le plus classique. Parce que ceux qui maîtrisent en fait ce concept de génération future dans la communauté des juristes, ce sont les environnementalistes. Agnès Michelot, vous parlez du droit des générations futures, il n'y a pas de problème. Vous parlez à des privatistes du droit des générations futures, ils vous regardent avec des yeux un peu ronds. Pourquoi ? Eh bien parce que les environnementalistes, là je vous mets quelques images de Thomas Pesquet, ils s'inscrivent dans la droite ligne de ce que l'on appelle la prise de conscience, grâce à cette image, de la finitude de la planète. Et en fait, la visualisation de la planète comme ceci, comme dans cette photo, sur cette photo, a généré une prise de conscience spontanément à l'échelle mondiale, une prise de conscience selon laquelle l'humanité partageait un même corps terrestre. La vulnérabilité de ce corps terrestre est devenue accessible à la conscience et dès lors, partant, l'idée que nous partageons une communauté de destin. Donc pour les environnementalistes, à partir de cette image, dans les années 70, il est devenu clair qu'il fallait créer un droit international de l'environnement pour protéger cette planète. On appelle cela également l'overview effect pour les astronautes lorsqu'ils vont, comme Thomas Pesquet, dans l'espace. Il y a une sorte de choc cognitif, une sorte de prise de conscience immédiate selon laquelle il y a ce besoin de protéger la vulnérabilité de cette planète. Alors, ça, c'est un premier point d'entrée. Le deuxième point d'entrée, c'est en matière de bioéthique. Et là, dès qu'on va venir sur certains concepts, notamment par rapport à l'eugénisme, etc., il y a vraiment un héritage très lourd, un héritage qui nous vient tout simplement du nazisme. Je vous rappelle que les termes comme eugénisme signifient sémantiquement la sélection des bonnes générations. Je vous rappelle qu'il y a eu des expérimentations sur des êtres humains, il y a même eu des multinationales qui demandaient à avoir des cohortes d'expérimentation. Et ces entreprises n'ont pas été condamnées pour crimes contre l'humanité, elles ont été condamnées à une sorte de, non pas de dissolution pour toutes, mais elles ont été segmentées en plusieurs sociétés, dont certaines sont notamment les mères de certaines multinationales comme Monsanto. Alors le biodroit, c'est quoi ? Le biodroit, c'est vraiment une nouvelle pousse dans le droit ces dernières années. Donc vous êtes au courant des différentes vagues des lois bioéthiques. Pour les juristes, il faut bien comprendre, intégrer les générations futures dans le droit, c'est, et je cite le professeur Alexandre Kiss, c'est réaliser une révolution copernicienne. C'est comme si tout l'univers du droit, elle l'a mentionné ce matin, Agnès Michelot, en parlant de la théorie du sujet de droit, c'est comme si tout le droit, quel qu'il soit, tournait autour de l'homme actuellement vivant.
Donc en fait, tous les concepts, tous les principes de base, toute l'ossature du droit, et en particulier du droit privé, est faite pour régir nos relations entre nous. Immédiatement, le contrat social s'inscrit dans une matrice temporelle instantanéiste. La responsabilité, c'est un fait générateur, un dommage et un lien de causalité directe. Tout est formalisé ainsi. Alors c'est une révolution copernicienne parce qu'il faut décentrer l'univers du droit, en tout cas l'enrichir, c'est-à-dire l'élargir à d'autres entités, les entités vivantes autres qu'humaines. Et il faut l'élargir aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'il va falloir intégrer une nouvelle dimension qui est la dimension que j'appelle transgénérationnelle et non intergénérationnelle. Juste une petite précision, pourquoi j'emploie le terme transgénérationnel ? Parce que le préfixe trans signifie à travers et au-delà. Et donc très tôt, j'ai eu des discussions avec Gilles-Éric Serralini, donc il y a Frédéric Lemarchand qui est mon collègue de l'Université de Caen, avec Gilles-Éric Serralini, nous co-dirigeons un pôle de recherche pluridisciplinaire sur les risques. Et là où les juristes n'acceptaient pas trop au début mon qualificatif de transgénérationnel, de responsabilité transgénérationnelle, Gilles-Éric Serralini, qui est biologiste, me disait « c'est la réalité biologique ». Les dommages génétiques, ce sont des dommages transgénérationnels. Donc, ça fait partie aussi des termes que je porte. En tout cas, ce qualificatif de transgénérationnel est important parce qu'en fait, on n'est pas des générations segmentées, hermétiques les unes aux autres. C'est un continuum, c'est un processus de vie. Et dès lors, de recourir au transgénérationnel, ça montre qu'il y a aussi des interdépendances avec les défis de bioéthique et environnementaux qui nous concernent également, au-delà de nous, les générations futures. C'est pour cela que j'insiste bien sur le recours entre responsabilité, dommage ou autre transgénérationnel. Alors, maintenant, au niveau du thème qui nous revient aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais refaire un petit point aussi sur une question, parce qu'on parle des générations futures, mais je ne crois pas les avoir entendues définies. En tout cas, ça a été évoqué. Alors, j'aime bien reprendre la question du philosophe Dieter Birnbacher, qui dit à partir de quand, qui pose la question suivante, à partir de quand les générations futures sont-elles futures? Alors, il y a plusieurs courants. Il y en a qui disent, bien, les générations futures, ce sont celles qui sont vraiment éloignées, avec lesquelles on n'aura aucun contact. Là, elles sont vraiment futures. Il y en a d'autres qui disent, non, si d'un point de vue moral, on doit prendre en compte les générations futures, ça doit être des générations au moins avec lesquelles nous sommes en contact et donc en chevauchement générationnel. Et on avait le doyen Carbonnier qui disait, par rapport au droit, donc sociologue du droit, il n'y a jamais que 3, mettons pour tout couvrir, 4 générations qui puissent se sentir consciemment liées entre elles. Au-delà, tout est brouillard et nuit, ce à quoi le droit ne doit plus sa garantie. Alors, quel est le contexte? Le contexte est le suivant. Le droit est fait et pensé pour les hommes en relation actuellement vivant entre eux. Le contrat social est immédiat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, intégrer les générations futures, ça veut dire quelle définition on va retenir? Eh bien, il faut intégrer la pensée complexe. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas que l'intergénérationnel, ce ne sont pas que celles qui se chevauchent, ce ne sont pas que celles qui sont éloignées, c'est tout cela en même temps. Et le point déclencheur de cette emprise, en tout cas de ce lien avec les générations futures précisément, c'est dès lors que l'on exerce une emprise sur l'avenir, dès lors que notre technologie va modifier fondamentalement l'être et le devenir des générations futures, il se passe là un saut au niveau de notre responsabilité. C'est précisément ce que nous a enseigné Hans Jonas dans son ouvrage Le principe responsabilité. Dès lors que notre action emporte des conséquences sur les générations futures, on ne parle pas de petites conséquences, on parle de conséquences majeures, là on parle d'anthropocène à l'heure actuelle, c'est vraiment parce que nous bouleversons les équilibres géophysiques de la planète que nous sommes désormais responsables de l'avenir. Hans Jonas a permis de formaliser une nouvelle question, c'est la possibilité que l'avenir n'ait plus d'avenir. La possibilité qu'il n'y ait plus de futur. Jusqu'à l'être présent, c'était évident que l'avenir restait toujours ouvert. Et donc, le droit des générations futures, pour lequel je travaille et je milite, est un droit qui vise à garantir cet avenir de l'avenir. Alors, revenons maintenant à notre thème. Donc, vous avez bien compris, il y a 2 points d'entrée, l'environnement et la bioéthique. Alors, au niveau de la bioéthique,
les premières lois bioéthiques, vous le savez, mais je reviens sur le constat, ce sont les premières lois en 1994. Alors là, on avait 3 grandes lois qui ont été adoptées, je les énonce rapidement. La première qui concerne le traitement de données nominatives dont le but est la recherche dans le domaine de la santé, donc c'était la question de création de fichiers, de personnes fichées, etc. Et 2 autres lois, l'une qui concerne le respect dû au corps humain, qui a intégré le Code civil et agrandi le corpus juridique sur la protection du corps humain, et d'autre part, une autre loi concernant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps, tout simplement avec cette idée que si en France, grâce à ces lois bioéthiques, on assure la gratuité de ces dons, on pouvait lutter en fait contre tout type de trafic ou spéculation sur nos produits du corps humain. Alors je ne sais pas, juste à titre d'illustration, je sais que c'est une anecdote que les étudiants aiment bien, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'homme aux cellules d'or. Non ? Alors pour que vous compreniez pourquoi on a inscrit ce principe de gratuité, c'était un homme aux États-Unis qui fait l'objet d'opérations au niveau du cerveau. Et puis, il y a plusieurs opérations, il y en a un petit peu beaucoup. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a prélevé des cellules parce que son médecin s'était rendu compte qu'il avait des capacités particulières. Ce que je vous dis, c'est accessible sur Internet. Donc, l'homme aux cellules d'or. Et en fait, ils ont créé des médicaments à la base de ces cellules cérébrales. Et ce monsieur a dit, bon, bah, très bien, si vous faites des médicaments, eh bien, je demande une sorte de droit de propriété dessus, tout simplement. Et cela lui a été refusé. Donc on a vu apparaître des problématiques complètement inédites. On s'est dit, mais on peut créer des médicaments, on peut créer des choses, faire de l'argent, spéculer aussi, déposer des brevets sur un matériau principal du vivant appartenant à quelqu'un d'autre. Donc la bioéthique, voilà nos principes qui sont des principes vraiment, pour nous, verrous dans ces lois de 1994. Et les lois de 2004 ont créé l'Agence française de biomédecine et a mis en place un cadre dans le domaine de la thérapie cellulaire et a intégré une nouvelle incrimination au crime contre l'espèce humaine. Je vais m'arrêter un instant sur ces 2 dernières dispositions. On peut voir là, avec les lois bioéthiques de 2004, apparaître un ordre biologique, un ordre public biologique précisément transgénérationnel. Première illustration. On a interdit le clonage humain reproductif. Le clonage humain reproductif, c'est typiquement une anticipation sur une atteinte à une condition humaine future. Le clonage humain reproductif est qualifié de crime contre l'espèce humaine. Ça veut dire qu'on a inventé, on a dû créer une nouvelle qualification pénale pour poursuivre les atteintes à ce qu'on appellerait la condition humaine future. L'idée, elle est la suivante. Dans l'atteinte causée à un seul se joue le destin de l'humanité tout entière. Si un seul fait l'objet d'un clonage humain reproductif, alors il y a atteinte à la condition humaine telle qu'on se la représente. Et on a demandé un interdit fondateur. Sauf que, je vais faire les failles dans un second temps. Deuxième illustration, la création d'un ordre public biologique transgénérationnel, c'est l'interdiction des thérapies géniques germinales. Par différence, par distinction, thérapie génique somatique. Les thérapies géniques germinales, tout simplement, ce sont des transformations du génome qui vont être transmissibles à la descendance. Si on modifie délibérément quelqu'un en vue de modifier, c'est trop fort ? En vue de modifier les qualités du génome de la descendance, en ce cas, c'est une intervention qui est interdite. Donc là, on voit bien apparaître la figure des générations futures dans ces nouvelles dispositions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, je pense que c'est suffisant. Il y a quand même des limites dans ce nouvel ordre public biologique transgénérationnel. J'ai été rapide sur les contours. Quelles sont les failles ? Déjà parce que je vous parle d'une loi de 1994, révisée en 2004, à nouveau révisée. C'est un droit mouvant, c'est un droit en perpétuel mouvement et un droit sujet à constante révision. D'un côté, on peut estimer que le vœu est pieux et tout à fait pertinent, puisque lorsqu'on a adopté les lois de bioéthique de 1994, on était incapable d'imaginer ce que l'avenir et l'évolution des technologies allaient apporter.
Et d'un autre côté, il y a quelque chose de curieux tout de même, à se dire qu'on va poser de nouveaux interdits fondateurs, comme l'interdiction de porter atteinte ou l'atteinte de crimes contre l'espèce humaine, dans un corpus juridique qui est temporaire. Il y a quelque chose qui est étonnant. Le crime contre l'humanité, c'est un crime qui est imprescriptible. Les crimes contre l'espèce humaine, ce sont des crimes qui sont prescriptibles et qui ne vont pas au-delà de 30 ans. Donc il y a quelque chose d'assez atypique au niveau de la normativité de ce droit de la bioéthique, à savoir la question de la validité dans le temps. La deuxième chose, c'est la question de l'expertise. Parce que bien sûr, le rôle de l'expert par rapport à ces lois bioéthiques, elles sont absolument fondamentales et plus que jamais, pour ces lois bioéthiques, on a besoin de ressources en sciences humaines, de philosophie, de réflexion prospective, de réflexion sur cette dimension transgénérationnelle. Alors, avec les nouvelles réformes de lois bioéthiques, alors on a eu une loi en 2011 sur le don croisé d'organes, on a actuellement les états généraux de la bioéthique, on a de nouvelles questions qui se posent et de nouvelles questions qui sont en débat. Alors on va essayer de les mettre en perspective avec les générations futures à nouveau, et après moi je vais vous présenter une des pistes de réflexion que je propose, qui est la reconnaissance de droits de l'homme aux générations futures. Alors, parmi les questions qui sont mises en débat en 2018, je relis ce qui est sur le site internet du gouvernement. On a l'avancée de la recherche dans les domaines de la reproduction, du développement embryonnaire et des cellules souches, le respect dû à l'embryon comme personne potentielle. On a les techniques de séquençage et d'ingénierie génomique et les prémices d'une médecine prédictive. Alors, sur la question de la médecine prédictive, se pose la question de la légitimité du séquençage du génome de la population entière. Vers quel monde allons-nous, notamment par rapport au respect de vos données personnelles en matière de santé. Autre domaine, l'intelligence artificielle et les robots, la responsabilité des professionnels de santé vis-à-vis de leur utilisation. Je vais y revenir par rapport au transhumanisme en conclusion sur ce point-là. Il y a la fin de vie, il y a la procréation, etc. Voici quelques petits focus. Maintenant, je voudrais vous présenter quelques-unes de mes propositions. L'une de mes propositions dans ma thèse, c'est de reconnaître un principe de dignité des générations futures et un principe de non-discrimination temporelle. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer d'abord en quoi ça consiste. Le principe de non-discrimination temporelle, ça consiste à contrebalancer le fait que les générations futures, jusqu'à présent, n'ont pas de place en droit. Alors, le raisonnement est le suivant. Au final, si on ne leur reconnaît pas de droits, parce qu'on dit qu'il y a seulement les personnes nées, vivantes et viables qui ont des droits. Les droits de l'homme, c'est que pour les hommes actuellement vivants. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un abus de pouvoir envers l'avenir. Donc, le constat, c'est le suivant. Je reprends Montesquieu qui disait la chose suivante. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. En fait, l'homme va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et pour que l'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Alors ça, on le retrouve au quotidien. Dès que quelqu'un a un petit peu de pouvoir, il en abuse. Mais là, c'est l'action de l'homme d'aujourd'hui. Alors il y a plusieurs termes que l'on peut mobiliser. Si on fait référence à des travaux de philosophie, on va citer Hans Jonas qui parle de mutation de l'agir humain en disant que l'action de l'homme, la dimension de l'action de l'homme est telle qu'elle exerce à l'ère de la civilisation technologique une emprise sur l'avenir et donc il faut créer des règles éthiques pour les protéger. Si vous vous adressez à des géologues, on va vous dire on est entré dans une nouvelle ère géologique, celle de l'Anthropocène, où partout nous avons des indicateurs. Alors les indicateurs géologiques, Frédéric, c'est les indicateurs stratigraphiques, c'est bien ça? Qui donc partout essaiment sur la planète, par exemple des radionucléides, par exemple les plastiques. Toutes ces stigmates, si vous voulez, de notre civilisation qui sont diffusés partout sur la planète sont des indicateurs de notre empreinte géologique. Ce n'est pas une empreinte temporaire, c'est une empreinte qui se détermine maintenant à l'échelle de temps transgénérationnelle, transtemporelle, transspatiale et donc à des échelles de temps géologiques. Donc on voit bien que dans les pensées, quelles qu'elles soient, que ce soit les sciences humaines ou les sciences dures,
nous recourons à de nouveaux qualificatifs parce qu'on est au cœur d'une révolution scientifique, au sens où Thomas Kuhn l'entendait, à savoir on change complètement de grille de lecture. Vous savez, dans son 4e de couverture, il dit à partir du moment où on change de paradigme, l'ensemble de la communauté scientifique voit autrement l'univers dans lequel elle évolue. Eh bien, c'est typiquement la même chose pour le droit. Alors, tout mon travail consiste à colorier au transgénérationnel le droit, quel qu'il soit, que ce soit en théorie, que ce soit dans la mise en pratique ou dans l'effectivité juridique. Alors là, je peux prendre Montesquieu et je vais changer certains des mots. Et ça va donner la chose suivante. C'est une expérience nouvelle, que toute génération humaine qui a du pouvoir est portée à en abuser à l'égard de l'avenir. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir de manière transgénérationnelle, il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir afin d'instituer le respect de l'avenir. Ça veut dire que maintenant, la démocratie, pour qu'elle reste véritablement démocratie, elle doit s'entendre de manière transgénérationnelle. Alors Montesquieu, il a pensé, c'est souvent cette théorie en fait que l'on enseigne dès la première année de droit pour expliquer l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir exécutif qui contrebalance le pouvoir législatif, lui-même contrebalancé par le pouvoir judiciaire. Eh bien, il y a tout à penser pour le droit. Et c'est déjà à l'œuvre. Quand on a le Comité consultatif national d'éthique, c'est un comité des sages attaché au pouvoir exécutif. Dans certains pays, ce sont des commissions des lois, un bureau spécifique, donc c'était le cas en Israël, qui a pour objet et pour mission d'étudier chacune des lois qui arrivent et de vérifier si les intérêts des générations futures sont protégés. Au niveau judiciaire, également, nous avons des expériences, et depuis 2012 et particulièrement 2015, il y a une explosion de certaines actions en justice menées au nom des générations futures. Et je fais le lien depuis tout à l'heure, je tisse entre nous les interventions, à savoir celle de Agnès Michelot ce matin, avec les actions en justice climatique. Mais ce n'est pas le seul domaine où il y a ces actions en justice climatique. Alors je voudrais vite passer à autre chose, c'est ceci. Je voudrais prendre le temps maintenant de vous présenter une expérience personnelle de chercheuse qui m'a le plus marquée. Et donc le 19 juin prochain, j'ai rendez-vous au ministère de la Justice, notamment pour présenter un projet et le soutenir. Donc je vais vous expliquer quel est cet événement. J'étais en train d'assister à un forum politique de haut niveau aux Nations Unies sur les objectifs du développement durable en 2016. Et à mon agenda, je vois apparaître un special event le dimanche qui n'apparaissait pas au début de notre calendrier. Et j'assiste à cette page d'accueil, Novice Summit, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc en tant que chercheur qui a travaillé énormément sur le droit international de l'environnement, le droit international tout court, c'est un temple pour moi, cette Assemblée générale des Nations Unies, remplie d'histoire, etc. Donc j'y vais, et en fait dans la programmation, il faut être parrainé par un des services des Nations Unies. Donc là c'était un événement parrainé par UNDESA, qui est le service business et affaires des Nations Unies. Première personne qui prend la parole, le cofondateur de l'Université de la Singularité. Deuxième personne qui prend la parole, la mère d'Elon Musk. Troisième personne, l'inventeur de Google, etc., etc. Vous me voyez, vous l'avez compris. Les transhumanistes étaient sur scène. Alors, moi, je trouvais ça... J'y suis allée aussi parce qu'il fallait que je comprenne. Je vous dis très sincèrement qu'à midi et demi, j'avais atteint mon degré de saturation en fait de ce que je pouvais entendre. Je vous donne quelques extraits pour que vous compreniez pourquoi. Nous sommes les animaux inventifs les plus puissants. Il n'y a pas de problème que la technologie ne puisse résoudre. Donc en fait, dans leur discours, c'est le mythe du progrès, puissance 10 000. Nous avons un tel pouvoir technologique et nous avons une telle foi dans ce pouvoir technologique et nous sommes tellement en fascination face à ce pouvoir technologique que nous allons l'appliquer à nous-mêmes et à l'espèce humaine. C'est-à-dire se modifier, s'augmenter. Et donc là, à partir de là, il y a
une quantité infinie de problématiques juridiques qui s'ouvrent. Alors je vais vous en donner quelques-unes. Il y avait un jeune qui passait sur scène et qui disait, voilà, nous on peut faire une cartographie avec Facebook sur les humeurs des populations. Ça pourrait aider les États de savoir si leurs lois satisfont ou pas les populations qu'ils gouvernent. Et donc le nuage de mots-clés, c'est quoi? Sur Facebook, c'est pas le smiley que vous avez sélectionné qui va permettre de déterminer votre humeur. C'est un nuage de mots-clés, c'est-à-dire qu'ils ont des algorithmes qu'ils relient à des mots, par exemple le mot why, pourquoi. Si vous utilisez particulièrement le mot pourquoi, vous avez une personnalité plutôt dépressive, et ainsi de suite. Et donc à partir de là, j'entendais que des fleurs comme ça, des phrases clés du genre « on connaît autant que vos meilleurs amis, votre humeur et votre personnalité. On vous connaît même mieux que vos meilleurs amis. On pourrait même, et alors tout cela colorié avec une dose d'humanisme, c'est-à-dire qu'il se revendique humaniste en disant, ben voilà, on pourrait prévenir une personne qui est dépressive parce qu'on saurait par rapport aux mots qu'elle va employer sur ses réseaux sociaux ou autres. Donc en fait, c'est comme si l'algorithme, l'ordinateur et l'intelligence artificielle devenaient le salut de l'humanité. Et donc derrière cela se cache la revendication, par exemple, d'un droit à la connexion Internet. Alors les gens, quand ils vont dire le droit à être connecté à Internet, bon, il y a peut-être le droit à l'eau avant, le droit à l'air ou un environnement sain, mais droit à la connexion Internet. Mais derrière, il y a aussi le droit à être augmenté. Alors ça donne des métaphores très sexy, pensez en une seule planète comme un Google Doc, voilà, c'est très particulier de parler comme ça, mais la quête derrière, c'est augmenter l'homme, passer au post-humain, chercher la mort de la mort, bien évidemment, pas pour tout le monde. Et l'un des impensés fondamentaux de cette idéologie, puisque je suis environnementaliste, je fais le lien entre le besoin de protection en termes de bioéthique, mais aussi en termes environnementaux, c'est que d'un point de vue environnemental, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable, ce n'est pas durable. Donc voilà une des perspectives. Alors, quels sont les moyens pour le droit de se renouveler et de protéger les générations futures? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, j'avais commencé à vous dire, j'ai proposé un principe de non-discrimination temporelle, mais aussi, alors le principe de non-discrimination temporelle, ça vise à contrebalancer un abus de pouvoir des générations présentes envers les générations futures. Cet abus de pouvoir, c'est tout simplement le fait de dire, vous n'existez pas, le droit ne vous prend pas en considération, alors que je vous mets en danger, c'est un abus de pouvoir, fondé sur une priorité d'existence temporelle. Le deuxième principe que je formule dans ma thèse, c'est un principe de dignité des générations futures. Alors le principe de dignité des générations futures va rejoindre le principe de dignité de l'humanité et de l'espèce humaine. Donc il y a des liens entre droit international des droits de l'homme et droit de l'environnement des droits de l'homme et bioéthique. Mais surtout, en formulant un principe de dignité des générations futures, parce que le principe de dignité chapeaute tout l'univers des droits de l'homme, je peux proposer, et c'est fondé sur un constat actuellement à l'œuvre, une nouvelle lecture des droits humains. Cette nouvelle lecture, elle s'effectue de plusieurs manières. Alors, retenez bien cette idée de concept qu'on a en 2D, traditionnellement, dans la matrice temporelle immédiate que je vous ai décrite tout à l'heure, l'homme fait pour des hommes actuellement vivants. Et nous, on va essayer d'intégrer cette troisième dimension, qui est la dimension transgénérationnelle. Alors, il y a deux manières de faire. Soit je prends des droits de l'homme qui existent déjà, et je les transgénérationnalise. Désolée si le mot est un peu pompeux, mais ça exprime une réalité. Ou soit je crée de nouveaux droits. Alors, dans la première hypothèse, les droits de l'homme classiques, qu'on connaît depuis 1789, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est une présentation je vais le dire en 4 temps, ou 3 temps. Les droits de l'homme, la première génération des droits de l'homme, 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, dedans, on a des droits tels que la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir, à l'époque, c'était aller et venir sans être arbitrairement détenu. Si on l'applique aux générations futures, donc on intègre la dimension transgénérationnelle, la liberté d'aller et venir,
ça signifie la liberté des générations futures d'aller et venir sur un territoire tel que un territoire qui ne mette pas sa vie en danger. Exemple, autour de Tchernobyl, autour de Fukushima, dans les lieux, et donc Frédéric Lemarchand reviendra sur le nucléaire, dans les lieux où la condition humaine n'est même plus possible, il y a bien atteinte à la liberté d'aller et venir. Il y a même atteinte au droit à la vie. Donc, deuxième génération des droits de l'homme, on va parler du droit à la vie maintenant, c'est cette deuxième génération des droits de l'homme qui est apparue à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a deux, on peut parler du droit à la vie, puis aussi au droit à la santé. Le droit à la santé, dans notre Constitution, c'est tout simplement le droit d'avoir la sécurité sociale. Nous avons cette chance d'être dans un pays où on n'est pas mort de peur parce qu'on risque de tomber malade et donc de perdre son emploi. Cette sécurité sociale qui est fondamentale et qui est une valeur vraiment française que l'on doit défendre, à mon avis. Bien, ce droit à la santé, c'est le droit à la sécurité sociale, mais maintenant appliqué aux générations futures. Le droit à la santé humaine durable, par exemple, ça veut dire le droit de naître sans, par exemple, être contaminé par des dizaines de produits chimiques dans le sang. Vous savez que des associations environnementalistes, pour convaincre les parlementaires européens d'adopter le règlement REACH, vous en faisiez partie? Ah bon? D'accord. Eh bien, ils ont dit, pour convaincre nos parlementaires, on va faire un test sur la qualité de leur sang, parce qu'il faut éveiller leur conscience. Et puis les parlementaires sont tombés des nues quand ils ont tous découvert que, et c'est notre cas, nous avons 10, 20, 30 types de produits chimiques présents dans notre sang, dont certains sont interdits depuis les années 70. Et c'est cette nouvelle réalité de contamination transgénérationnelle à laquelle le droit doit faire face, dont le droit à la santé. Le droit à la santé humaine durable, c'est le droit de naître, par exemple, sans produits chimiques dans son corps, ce qui, à mon sens, est déjà une utopie vu l'état de notre environnement. Ce que Gilles-Éric Serralini vous dirait, c'est que les résidus de pesticides se collent aux gènes et se transmettent de génération en génération. L'exposition au rayonnement ionisant, le nucléaire, y compris à faible dose, va attaquer l'intégrité de notre génome. Tantôt on va réussir à le réparer spontanément, tantôt non. Et quand le génome est atteint, ce dommage génétique est transgénérationnel. Donc là, c'est la réalité autour de Fukushima. Les premières études qu'on a faites immédiatement, c'était sur des populations de papillons où on voit les mutations génétiques de manière transgénérationnelle. Donc là, on a suffisamment d'études pour comprendre la réalité de ces dommages transgénérationnels. Les droits de l'homme de la troisième génération, ce sont des droits de l'homme qu'un monsieur Karel Vazak, qui dirigeait le département des droits de l'homme à l'UNESCO, a identifié au tournant des années 70. Précisément une fois qu'on a eu la photo de la planète, celle-ci. À partir des années 70, toutes les conventions internationales commencent à égrener des concepts tels que patrimoine commun de l'humanité, intérêt commun de l'humanité, ou encore droit à la paix, droit au développement. Et donc, il y a vu là, avec l'émergence de ces nouveaux droits, dont le droit à l'environnement, des droits de l'homme de la troisième génération émerger. Et ces droits de l'homme de la troisième génération, c'est le droit à l'environnement qui est le droit des générations futures. Alors, à l'époque, ce monsieur, on lui a rigolé au nez. Aujourd'hui, en 2018, ce qui est clair, c'est que toutes ces dispositions de protection de l'environnement, le droit à l'environnement, hier décrié comme du droit mou, sans effectivité, aujourd'hui, il est inscrit dans plus de 120 constitutions à travers la planète. Donc, on parle de droit constitutionnel environnemental global. Et donc là, avec le lien qu'on va faire avec la présentation d'Agnès, il y a un point d'ancrage pour des actions en justice au nom des générations futures. Alors, la quatrième génération des droits de l'homme, c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement. Elle a été identifiée aussi par d'autres auteurs au tournant des années 2000, précisément avec la progression de toutes ces lois bioéthiques, de toutes ces questions sur peut-on créer des chimères, peut-on créer des hybrides, peut-on croiser donc des espèces humaines et animales, peut-on faire la sélection d'embryons, etc. Eh bien, un auteur a dit qu'il faudrait créer une quatrième génération de droits de l'homme, les droits de l'humanité à l'humanité.
Et les droits de l'humanité à l'humanité, c'est quoi? C'est en fait une nouvelle figure des droits de l'homme qui viserait en fait à assurer une condition humaine authentique. Et vous voyez tout de suite le lien avec la pensée du philosophe Hans Jonas. L'idée, c'est de poser une sorte de direction et des limites au progrès technologique, en tout cas de le canaliser dès lors qu'il prend une emprise sur ce qu'est la condition humaine. Donc voilà pour des pistes de réflexion dans le domaine des droits de l'homme. Si vous plaidez pour la reconnaissance de droits de l'homme transgénérationnels, de l'autre côté, inévitablement, on va plaider pour la reconnaissance de crimes à l'égard des générations futures. Alors en bioéthique, on a vu, il y a les crimes contre l'espèce humaine, il y a des failles, parce qu'en fait, nos manières de raisonner en droit pénal sont assez inadaptées. À savoir que le droit pénal vous dit la chose suivante: il faut une incrimination claire et précise. Dès lors que je ne rentre pas dans cette incrimination, je ne peux pas poursuivre. Alors, appliquons le clonage humain reproductif. Clonage humain reproductif, vous lisez la lettre du code pénal, il vous dit enfin, peu de choses près, le fait de reproduire une personne à l'identique est crime contre l'espèce humaine. Oui, mais alors, que se passe-t-il si j'introduis une différence infinitésimale? Je tombe plus sous le coup de crime contre l'espèce humaine. Que se passe-t-il s'il y a une révision des lois bioéthiques? Peut-être que dans 5 ans, ce crime n'existera plus. Alors que l'intention originelle est de poser un interdit fondateur, ce qu'on appelle en droit de l'homme les interdits, ou enfin les droits indérogeables. Donc il y a des paradoxes autour de ces dispositions de biodroit et autour de ces finalités de protection des générations futures. Alors après, il y a la mise en opérationnalisation. Concrètement, comment elle défend ces générations futures, comment on peut être porte-voix. Alors, vous avez entendu parler des actions en justice climatique ce matin. On doit ajouter d'autres affaires, notamment le premier avocat à avoir remporté une affaire en justice au nom des générations futures, c'est Tony Oposa, qui a arrêté et mis fin à une dynamique de déforestation massive des Philippines. C'était en 1993 devant la Cour suprême des Philippines. Lui, il avait tout simplement, il était parti du constat selon lequel, vu les autorisations de déforestation qui avaient été délivrées, en 20 ans, il n'y avait plus de forêt primaire. Donc il a intenté une action en justice et contre toute attente, il l'a remportée. Et donc c'est un juge qui venait d'être nouvellement nommé à la Cour suprême des Philippines. Donc j'étais avec eux il n'y a pas plus tard qu'un mois, tant avec Tony Oposa qu'avec ce juge. Il était tout nouvellement nommé. Ils ont vu cette affaire un peu bizarre arriver au nom des générations futures. Ils ont dit, allez hop, le petit jeune, on va lui donner le cas. Et c'est une affaire devenue historique. Et qui en fait a ouvert la voie à toutes ces actions en justice climatique. Je vous rappelle qu'il y a plus de 860 actions en justice qui ont été dénombrées l'année dernière dans un rapport de l'ONU, des actions en justice climatique. Donc à tous ceux qui disent agir en justice au nom des générations futures, ce n'est pas possible, je réponds à 2 niveaux. Je dis que non seulement c'est possible, directement et indirectement. Indirectement, à la limite, c'est ce que je dis dans ma thèse, dès la fin, je dis, une fois qu'on a réalisé le changement de paradigme, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous intégrez maintenant le droit à la vie de manière transgénérationnelle, je n'ai même pas besoin de consacrer les générations futures. Il suffit que je consacre le droit à la vie transgénérationnelle. Il suffit que je prenne cette lecture-là. Donc, indirectement, le ministère public pourrait agir en justice au nom des générations futures. Donc, il y aurait des associations qui pourraient aussi agir. Alors, ce serait encore plus audacieux de les défendre en justice directement. Donc, du temps de ma thèse, il n'y avait qu'une seule affaire, celle de Tony Oposa, ce qui était un petit peu maigre. Mais, entre-temps, je vous dis, c'est devenu tellement dense que c'est une réalité qui est actuellement à l'œuvre. Donc, on voit qu'il y a vraiment une mutation des consciences. Tout ça, c'est la société civile qui le porte. Alors, il y a un cas d'action en justice porté par un maire, c'est Bill de Blasio, le maire de New York, qui a dit, bon, ben, moi, maintenant, je vais poursuivre les compagnies pétrolières parce qu'elles savaient très bien qu'elles participeraient au réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique porte préjudice à ma ville. Donc, mais sinon, la plupart, c'est la société civile qui s'organise de manière absolument remarquable, puisqu'il y a des connexions entre les avocats, il y a des connexions entre les groupes de citoyens. Et en tant que juriste, c'est très intéressant de voir à quel point la société civile s'empare à nouveau des intérêts publics. Alors, en matière de bioéthique, c'est un peu plus délicat d'agir en justice au nom des générations futures, parce que là,
Il y a des problématiques qui dépassent aussi, qui sont assez techniques, quoi. Quand on parle de schizogénétique, quand on parle de mutation, etc., il y a un moment donné où ça nous échappe. Néanmoins, j'ai formulé un principe dans ma thèse qui vaut ce qu'il vaut. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il existe quelque chose vraiment d'universel? Alors les Occidentaux ils vont dire les droits de l'homme sont universels, inaliénables. Mais non, c'est pas universel, c'est occidental. Regardez les autres peuples en Amazonie ou autres, ils ont une autre vision du monde et ils se sentent même colonisés et ils en ont marre d'entendre parler des droits de l'homme. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui est réellement universel? Qu'est-ce qui n'a jamais changé au niveau biologique, au niveau de tout ce qui nous relie tous ici? Je me suis dit, en fait, on est tous inscrits dans une généalogie, on est tous issus d'un père, d'une mère, on est tous reliés depuis l'aube de l'humanité par un principe qu'on pourrait appeler le principe généalogique. Et je me suis dit, bon, ce principe généalogique, si on le consacrait en droit, qu'est-ce que ça permettrait de canaliser? Ça permet de canaliser et d'interdire le clonage reproductif humain, qui, rien qu'à lui seul, terminerait le concept même, mettrait fin au concept même de génération. Ça permet de canaliser aussi tout ce qui concerne les inséminations post-mortem. Ça permettrait de donner cohérence à pas mal de dispositions qu'on a déjà dans nos lois bioéthiques. Malheureusement, on a déjà certains modes d'assistance à la procréation médicale qui déjà contreviennent à ce principe généalogique, et c'est déjà la réalité parce qu'on n'a pas pensé, je pense, ce principe généalogique. Donc par cette illustration, ce que je souhaite partager avec vous, c'est que si on arrive à penser, à nommer des principes juridiques, on pourrait renforcer ce droit de la bioéthique, sachant que c'est une chose de le renforcer à l'échelle nationale, et bon, c'est vraiment banal que de le dire, mais bien évidemment, pour des objectifs de ce type-là, il faut le droit international également qui soit convié et qui ait une sorte d'évolution similaire à celle qu'on a vue en droit de l'environnement, c'est-à-dire au début du soft law, c'est-à-dire du droit non effectif, mais une adhésion fondamentale de la plupart des États autour de ces objectifs, une dissémination partout sur la planète, et après ce que j'appelle une densification normative, puisqu'une disposition non juridique juste proclamée, ça a été inscrit au niveau le plus élevé des règles normatives, à savoir les constitutions. Sauf que l'idéologie que je vous ai présentée, à savoir le transhumanisme, ils le revendiquent, et ils l'ont dit à l'Assemblée générale des Nations Unies, on va aller vite, on va aller dans l'accélération, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Et donc, je parlais de ce projet de recherche que l'on a déposé et j'attends vraiment la réponse le 19 juin. On a créé une équipe avec des philosophes, des sociologues, des juristes, et vraiment inscrits dans la transversalité juridique. Ce qu'on espère, c'est au moins nommer les problématiques, parce qu'on ne peut pas normer si on ne nomme pas, si on n'identifie pas les problématiques. Il y a déjà des collègues qui me disent, de toute façon, tu n'auras pas le choix. C'est déjà là. Et moi, c'est cette passivité qui, en tant que chercheuse, me pose question. Moi, je pense qu'il faut parler, on a un principe, tous les juristes, et en particulier les constitutionnalistes, on tient par exemple au principe de non-discrimination. Mais si vous créez une autre espèce, bien évidemment, il n'y a plus de principe de non-discrimination. Toutes nos catégories juridiques sont fondées sur des catégories anthropologiques. Et s'il y a l'avènement de cette idéologie, il y a mise à main de toutes ces catégories anthropologiques et donc à terme, mise à main de toutes nos catégories juridiques. Et pour conclure, l'un des autres terrains sur lesquels je m'investis, c'est pour la reconnaissance de droits de l'humanité. Puisqu'on est dans cette évolution de droits, y compris en lien des générations futures, il y a un moment donné où même la catégorie droits de l'homme est insuffisante et est trop étroite. Les droits de l'humanité, c'est des droits à l'échelle collective qui ont cette dimension pour l'humanité actuelle et aussi pour l'humanité future. Donc vous voyez, on est toujours dans la pensée complexe, c'est et non pas une logique binaire exclusive ou, et qui pourrait être donc davantage mise en œuvre. Donc ça, c'est un projet de déclaration universelle des droits de l'humanité qu'on a réalisé avec Corinne Lepage sous sa direction. Ça peut être une perspective assez intéressante. Et d'autant plus qu'il y a un mouvement de convergence. Un mouvement de convergence, on a parlé des droits de la nature ce matin, et je conclurai là-dessus. Agnès Michelot a parlé du CESE et vraiment les Occidentaux. Enfin, on a l'impression d'être comme dans des siècles passés où lorsque vous proposiez une autre théorie, vous risquez le bûcher. C'est la même chose. Si vous parlez des droits de la nature, alors là, c'est... mais
Et pourquoi pas, si ça parle à d'autres cosmogonies, si c'est leur manière de vivre, de toute façon, la finalité, c'est la même. Tout ça pour conclure que je propose un point d'entrée. Ce point d'entrée du droit des générations futures, il parle aux Occidentaux. Mais dans d'autres pays, on n'a pas besoin de ce point d'entrée. On peut le retrouver avec les droits de la nature. Et l'une des expérimentations qui était très enrichissante, c'était lors de la COP 21. Il y a eu un tribunal international des droits de la nature qui a été organisé avec énormément de peuples autochtones. Alors là, pour le coup, une valeur universelle, c'est le respect de la terre-mère, la mère nourricière. Que ce soit des peuples autochtones d'Europe du Nord, d'Amérique latine, d'Australie, d'où qu'ils viennent, ils partagent la même cosmovision. Et le rapporteur spécial des Nations Unies concernant les droits des peuples autochtones, il dit dans les conférences internationales de l'ONU, nous avons perdu cette connexion avec la nature. Donc réapprendre cette connexion ou pas, libre à nous, mais respecter en tout cas d'autres points d'entrée me paraît fondamental. Voilà, j'ai essayé de vous dresser un tour d'horizon de ce qu'était le droit des générations futures, les différents points d'entrée, les différentes potentialités. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup pour votre attention.